Entre 2015 et 2018, des scientifiques japonais ont mené une expérience radicale. Ils ont exposé des micro-organismes au vide de l'espace, à l'extérieur de la Station spatiale internationale. Leur objectif était de voir si certaines formes de vie étaient capables d'encaisser ces conditions, sans vaisseau et sans protection. À leur surprise, une colonie de la bactérie Deinococcus radiodurans a pu survivre pendant les 3 ans qu'a duré l'expérience. Cette bactérie était déjà connue sur Terre pour être un polyextrémophile, une catégorie d'êtres vivants capables de survivre à une multitude de conditions extrêmes, radiation, pression, température, etc. Cette expérience et quelques autres ont fourni la preuve que certaines formes de vie terrestre peuvent survivre plusieurs années dans l'espace. En parallèle de ça, on sait également que les différentes planètes du système solaire s'échangent de la matière. Il y a sur Terre des météorites martiennes qui ont été éjectées de leur planète natale par un impact avant de venir s'écraser chez nous. Ce n'est probablement pas le seul cas de transfert de matière qu'on puisse trouver dans le système solaire. Ces deux phénomènes peuvent nous amener à une question fondamentale. La vie est-elle capable de voyager entre les planètes, non pas dans des vaisseaux, mais à l'improviste sur des bouts de roches éjectées? Et de cette manière, pourrait-elle se répandre dans un système planétaire, voire entreprendre des voyages interstellaires? C'est l'hypothèse de la panspermie, la vie voyageuse qui va de planète en planète transportée au hasard par des météorites, des comètes ou peut-être même des objets interstellaires. La vie est apparue très tôt sur Terre, probablement pendant le premier demi-milliard d'années de son existence. On ne sait cependant pas trop comment elle a émergé. Un être unicellulaire capable de se reproduire, comme une bactérie ou une archée, est une machine déjà très complexe. Une paroi cellulaire, des ribosomes pour synthétiser des protéines, un code génétique contenu dans de l'ADN, on a du mal à imaginer qu'une telle machinerie ait pu apparaître d'un seul coup, par hasard. Les chercheurs pensent plutôt que l'apparition de la vie est due à une série d'étapes intermédiaires, où on est passé progressivement de la chimie à la biologie. Seulement ces étapes intermédiaires, on est incapable d'en retrouver les traces sur Terre. Elles ont eu lieu voilà des milliards d'années, et les réactions en jeu ne laissent pas de traces dans la roche. Ces dernières années, on a aussi découvert qu'en dehors de la Terre, le système solaire est riche en chimie organique. La chimie du carbone et donc de la vie. De la glycine dans les comètes, de l'hexamine sur les astéroïdes, de longues chaînes carbonées sur Mars, les exemples ne manquent pas. C'est le signe que dans cette longue suite d'étapes qui a permis de passer de la chimie à la biologie, la partie la plus simple au moins a pu avoir lieu en dehors de la Terre. Tous ces composés ont en effet pu être apportés sur notre planète par des bombardements cométaires ou des crashs de météorites. La limite exacte entre ce qui a pu être apporté de l'extérieur et ce qui n'est possible que sur Terre est encore floue. D'une certaine manière, ces découvertes valident une sorte de version faible de la panspermie. Ce ne serait pas vraiment la vie qui voyagerait de planète en planète, mais ses briques fondamentales. Elle aurait ainsi un coup de pouce pour émerger dans de nouveaux milieux. Cependant, quand on évoque la panspermie, certains sont tentés d'imaginer des choses plus radicales. Un voyage d'êtres vivants déjà formés, des bactéries par exemple, entre les étoiles. Après tout, si on a tant de mal à identifier les étapes intermédiaires qui ont conduit aux premiers êtres unicellulaires, c'est peut-être parce que ces étapes n'ont pas eu lieu sur Terre. Cette idée peut être déclinée presque à l'infini, et je vous propose d'explorer quelques cas particulièrement fascinants. Pour ce qui est de la vie sur Terre, on peut en effet regarder ailleurs dans le système solaire. Certains chercheurs pointent ainsi le fait que dans les premiers âges du système solaire, Mars a pu être plus hospitalière que la Terre. La planète rouge est plus petite que la planète bleue. Elle a refroidi plus vite et a donc pu être habitable plus rapidement. Sa chimie primordiale est également intéressante. Des phosphates plus abondantes et solubles, du boron, rare sur la Terre à cette époque. Des espèces centrales dans la chimie de la vie qui ont pu composer une soupe primordiale plus fertile sur Mars que sur la Terre. Mars et la Terre ont été abondamment bombardés par des météorites. Certains de ces impacts ont à leur tour éjecté des bouts de roche dans l'espace. Et aujourd'hui, on a récolté plusieurs centaines de météorites sur Terre d'origine martienne. Un scénario envisage ainsi que la vie soit apparue sur Mars,
qu'elle ait été transportée sur Terre au gré d'un ou de plusieurs impacts, puis qu'elle se soit éteinte sur la planète rouge. On serait donc en fait tous des Martiens. On est ici plus dans le possible que dans le probable. Mais qui sait, en explorant la planète rouge et en détaillant sa chimie, il sera peut-être possible d'étayer ou de complètement discréditer ce scénario. Le rover européen Rosalind Franklin, qui doit arriver sur Mars en 2029, sera particulièrement bien équipé pour une enquête de ce type. Il devrait pouvoir nous révéler jusqu'où la chimie organique martienne s'est développée. On sera peut-être surpris par la complexité de celle-ci. On a dans le système solaire un autre exemple d'un milieu qui pourrait permettre à la vie de voyager par un mécanisme différent. Autour de Saturne, la Lune Encelade est un candidat sérieux pour la recherche de la vie extraterrestre. Certains diront même qu'elle est notre meilleure chance dans le système solaire. Elle possède un océan global en contact avec un manteau rocheux. Des sources hydrothermales sont assez probables et la sonde Cassini a détecté sur la Lune les traces d'une chimie organique assez développée. On aura peut-être un jour les capacités technologiques d'aller voir sur place de quoi il en retourne sous sa croûte de glace. En attendant, il faut se contenter de regarder de loin. Cependant, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'Encelade possède également de puissants geysers au niveau de son pôle sud. Ces derniers sont si impressionnants qu'ils envoient de la matière jusqu'en orbite de Saturne. Les éjectats d'Encelade forment ainsi l'anneau E de la géante. Si cette matière éjectée est originaire de l'océan liquide, on a là un deuxième chemin de voyage spatial pour une vie primitive. Des micro-organismes formés dans l'océan d'Encelade, s'ils existent, pourraient se retrouver directement en orbite autour de Saturne. Je ne suis pas certain qu'il y a grand chose à ensemencer dans le coin, mais on a la démonstration d'un mécanisme potentiel de panspermie, à l'échelle d'un système de lunes. La vie qui vient de Mars ou d'Encelade, ce sont des hypothèses fascinantes. Mais il est possible de regarder encore plus loin. En ce moment même, l'objet interstellaire 3I Atlas est en train de traverser le système solaire. Il sera au plus près de notre étoile en octobre. C'est un objet qui s'est formé autour d'une autre étoile que le Soleil. On ne sait pas où, peut-être à des centaines ou milliers d'années-lumière. En se rapprochant du Soleil, il adopte un comportement cométaire. Ces matériaux volatiles se subliment et ils dégazent en formant une magnifique queue. On a donc sous les yeux l'exemple d'un objet venu des étoiles qui répand sa poussière et tout ce qu'elle contient dans notre système. Il va passer relativement près de Mars, assez loin de la Terre, puis il repartira vers d'autres horizons. Une partie de sa poussière devrait cependant rester avec nous, capturée par des corps ou influencée par les vents solaires. Maintenant, imaginons que 3I Atlas provienne d'une planète pleine de vie et que quelques micro-organismes extrémophiles aient fait le voyage avec lui. Cela paraît très improbable. Seulement, il faut aussi se rappeler que le système solaire a 4,5 milliards d'années, et qu'il y a probablement plusieurs objets interstellaires qui croisent sa route chaque année. Avec de tels nombres, le très improbable se donne une chance d'entrer dans le champ des possibles. Des milliards et des milliards d'objets sont probablement venus larguer leur poussière dans notre système. Certains d'entre eux se sont peut-être même écrasés sur des planètes. Ils ont pu apporter avec eux des micro-organismes, ou peut-être des briques pour ceux-ci. Des fragments d'ADN par exemple. Un petit coup de pouce dans la complexité qui aurait permis à la vie d'apparaître assez rapidement après la formation de la Terre. On peut même pousser le raisonnement encore plus loin et remonter avant la formation de la Terre. Le système solaire s'est formé à partir de l'effondrement gravitationnel d'un nuage de gaz et de poussière. Dans ce nuage, il y avait beaucoup d'hydrogène et d'hélium, ainsi que les restes d'anciennes étoiles et systèmes planétaires détruits par des supernovas. La chimie primordiale du système solaire était donc peut-être plus complexe que ce qu'on peut imaginer. À date, on a découvert plus de 250 espèces chimiques différentes dans des nuages moléculaires, dont certains composés organiques. À partir de là, on peut imaginer deux chemins de panspermie. Le premier aurait permis à la vie, ou à certaines de ses briques évoluées, de se retrouver sur Terre dès sa formation, via l'effondrement initial qui a donné naissance au système solaire. Après la formation de la Terre, nous avons continué à voyager dans la galaxie, en orbite autour du centre galactique. C'est là qu'un deuxième chemin de panspermie s'ouvre. Le système solaire a dû traverser des nuages moléculaires, dont certains ont peut-être enrichi sa chimie, voire amené directement des êtres vivants. Chaque jour, plusieurs dizaines de tonnes de poussière entrent dans l'atmosphère de la Terre.
Elles sont en majeure partie issues du système solaire, mais probablement que quelques grains viennent en fait de plus loin. Ils pourraient être issus du passage d'un objet interstellaire ou de la traversée d'un nuage moléculaire. Une variante de ce scénario permet d'imaginer une méthode de voyage légèrement différente. Imaginons qu'une planète fertile éjecte en orbite des grains de matière sur lesquels des micro-organismes vivants ont pris place. Un peu comme l'hypothèse des geysers d'Encelade. Une fois en orbite, ces grains de poussière seraient soumis à la pression de radiation de leur étoile, un peu comme des petites voiles solaires. Sur une période très longue, cela pourrait les pousser à sortir de la zone d'influence de leur étoile pour entrer dans l'espace interstellaire. Toutes ces hypothèses sont passionnantes. Elles nous permettent d'envisager la vie comme un processus qui n'est pas entièrement terrestre. Même si le début de la biologie a eu lieu chez nous, une bonne partie des étapes intermédiaires a pu se dérouler ailleurs, voire avant même que la Terre ne se soit formée. Le voyage d'une vie déjà formée est un scénario plus complexe. On a vu que des mécanismes sont possibles, mais il souffre également de problèmes importants, surtout pour le voyage interstellaire. Certes, des bactéries extrémophiles terrestres peuvent survivre quelques années dans l'espace. Mais pour voyager d'une étoile à une autre, sur un objet interstellaire ou un grain de poussière, il faudrait au bas mot des milliers d'années, probablement des millions. C'est autant de temps exposé aux radiations, au vide, au froid. Ce n'est plus des bactéries extrémophiles qu'il nous faut, mais des bactéries pratiquement invincibles. Si de telles bactéries existent, alors les conditions généreuses de la Terre ne servent à rien, puisque ces micro-organismes pourraient se contenter du premier bout de roche venu. L'hypothèse de la panspermie faible, où une partie des briques du vivant nous est venue d'ailleurs, est donc probablement la plus réaliste. Ce qui va être intéressant, c'est de déterminer la complexité maximale qu'a pu atteindre la chimie organique en dehors de ces conditions terrestres. C'est d'ailleurs l'un des buts de beaucoup de missions récentes d'exploration du système solaire. Pour le moment, les acides aminés semblent tenir la couronne. On en a trouvé dans des météorites ou sur les échantillons de l'astéroïde Ryugu rapportés sur Terre. Les peptides sont des chaînes courtes d'acides aminés et il y a de bonnes chances pour qu'ils puissent s'assembler spontanément, là où les conditions sont favorables. Les chaînes longues d'acides aminés, les protéines, sont une autre histoire. Leur complexité bien plus grande semble rendre impossible un assemblage spontané. C'est là que d'une manière ou d'une autre, la vie doit faire son travail. Ce qui nous laisse avec le même mystère qu'au début de la vidéo. D'où vient toute cette complexité ? Et puis, il reste une hypothèse encore plus déroutante. La panspermie volontaire, organisée par une intelligence. C'est l'architecte qui vient se dissoudre dans une cascade au début du film Prometheus. Cela peut être vu comme une méthode réaliste de voyage interstellaire. Faire voyager des micro-organismes simples, puis laisser faire l'évolution sur le lieu de colonisation. Pour adopter une telle stratégie, il faut se sentir un représentant de la vie dans son ensemble, plutôt que celui d'une unique espèce. Pourquoi pas ? On a un peu de mal à imaginer l'humanité procéder de la sorte, mais une autre civilisation à la morale différente pourrait voir là une méthode viable de répandre la vie dans la galaxie. Bien entendu, cela ne fait que déplacer le problème. Toute la complexité qui a permis l'émergence de la vie a dû avoir lieu quelque part, même si ce n'est pas sur Terre. Si on a un peu de chance, cette enquête interstellaire avancera de notre vivant. Et peut-être que, pour la première fois, nous aurons une réponse à l'une des plus anciennes questions de l'humanité. Sommes-nous vraiment des enfants de la Terre, ou bien des héritiers d'un voyage beaucoup plus ancien ? Allez, voilà qui boucle ce dossier de l'espace. Je vous invite à partager vos questions et remarques dans les commentaires. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.